bonjour. C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons sur les antennes de la DTV dans votre émission Franc-Parler. Franc-Parler a le plaisir de recevoir ce dimanche Adama Gaye, journaliste consultant. Adama Gaye, bonjour. Bonjour et bonjour aux téléspectateurs et à toutes celles et tous ceux qui ont pris le temps et le soin de nous écouter. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comme toujours. Malgré votre emploi du temps, on le sait, assez chargé. Alors, Adama Gaye, beaucoup de Sénégalais ont été surpris cette semaine en vous voyant à côté des leaders de l'opposition. L'opposition réunie dans le cadre de cette coalition dénommée Manko Wattu Sénégal. Qu'est-ce que vous allez nous dire pour justifier votre présence auprès de ces leaders de l'opposition? D'abord, la première chose que je dirais, c'est que je suis et j'ai toujours été un citoyen engagé. J'ai toujours été présent dans les luttes qui ont été menées dans ce pays. Oui. Depuis la nuit des temps, depuis le PDS, les années de Braise, j'ai été dans les luttes pendant l'alternance de l'an 2012. J'étais très actif intellectuellement et je le suis cette fois-ci aujourd'hui encore parce que ma conviction est que on ne peut pas être un singleton ou encore moins s'imaginer que seul on peut changer le cours des choses dans un pays comme le nôtre qui aujourd'hui, à mon avis, traverse une passe très délicate. Alors, compte tenu de ce que le combat qui était sur la table, les trois aspects qui étaient mis en avant, qui étaient donc le dénominateur commun de cette rencontre, cela me paraissait être légitime que j'y sois. Il s'agissait de discuter de l'utilisation des ressources naturelles du Sénégal, dont le pétrole. Il s'agissait de parler de la démocratie et des libertés. Recul sur ces deux fronts et problème concernant le premier. Et donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, je suis allé là-bas pour marquer mon soutien sur ce combat-là. Mais vos détracteurs disent qu'en vérité, vous êtes allé chercher refuge auprès de ces leaders de l'opposition, chercher protection à leur côté. Est-ce vrai? Je crois que je ne suis pas là pour parler de détracteurs. Concentrons-nous sur les enjeux. J'ai dépassé l'âge de montrer ou de prouver à qui que ce soit que je ne suis pas un homme qui a peur de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Ça, je crois que même mes pires ennemis accepteraient ça. Je ne suis pas un homme que l'on... comme disait Wolof. Donc mettons ça de côté et évitons ces considérations très subjectives et superficielles qu'on amène sur le débat, sur la table, pour éviter de parler des questions essentielles. J'espère qu'on parlera des questions essentielles. Oui, même si sur les questions subjectives, s'il y a certaines questions qui méritent des réponses, je les donnerai. On parlera des questions essentielles. Nous sommes d'ailleurs dans le cadre de ces questions essentielles. On vous voit souvent dans votre page Facebook poster des messages, alerter un peu. Pour certains, vous craignez pour votre sécurité. Est-ce le cas? Non, je ne crains pas pour ma sécurité, personnellement, parce que je pense que si jamais on attentait à ma sécurité, ce serait la pire des bourdes. Parce que je suis, par la force des choses, quelqu'un dont les prises de position sont connues et reconnues, qui ne se cache pas, qui est un combattant de la démocratie, qui est un combattant de la transparence, qui est un combattant pour les valeurs qui réunissent, je pense, l'essentiel des Sénégalais qui aspirent à voir leur pays aller de l'avant. Et si demain quelque chose m'arrivait, parce que quelques zélateurs ou disons nervis se seraient laissés entraîner à agir négativement sur ma personne, je crois, comme on l'a vu dans d'autres pays, les conséquences pourraient être incalculables. Vous savez, quand on a tué Norbert Zongo, ceux qui le faisaient s'imaginaient que ça allait être la seule victime. À l'arrivée, c'est un régime qui est tombé. Et dans beaucoup de cas, des situations pareilles se produisent. Je crois que le bon sens, c'est de s'arrêter et de dire, écoutez, nous sommes dans un pays où on s'est battu pour la démocratisation. Cela fait plus de 30 ans, 40 ans pratiquement, que j'ai fait partie de ceux dans ce pays qui se sont battus pour que le Sénégal préserve son exception démocratique. Même dans les années de Braise, quand le parti unique était pratiquement la règle, et que le Sénégal, avec quelques pays, était au nombre des exceptions, je faisais partie de ceux qui combattaient le régime de Senghor, qui ont combattu, n'est-ce pas, au plus fort le régime de Abdou Diouf, sur ce front-là, qui ont combattu Abdoulaye Wade quand il était au sommet de son pouvoir, quand certains l'appelaient la seule constante dans ce pays. Et naturellement, aujourd'hui, lorsque je vois
que le régime qui a été mis en place sur la promesse d'une transformation qualitative du pays, que ce régime-là de Macky Sall remet sur la table les pratiques qui étaient unies, je me situe naturellement du côté qu'il faut occuper pour mener le combat frontalement, si besoin, contre ce régime, oui, quelles que soient les conséquences. Êtes-vous en train de nous dire que l'idéal qui a porté Macky Sall au pouvoir, cet idéal-là a été trahi? Il a été trahi. En quoi? Il a été trahi parce que d'abord, on nous avait promis une gouvernance vertueuse et sobre. Oui. De gouvernance vertueuse et sobre, on est pratiquement passé sans transition vers une gouvernance sombre et scabreuse, pour ainsi dire. Une gouvernance qui se transforme par la captation des biens et des ressources du pays pour des profits privés, qui se transforme par l'implication de la famille, de la belle famille et du parti dans les affaires du pouvoir, du recul, n'est-ce pas, des libertés démocratiques, du fait aussi que toutes celles et tous ceux qui étaient mouillés dans les exactions financières, criminelles, dans les assassinats de combattants pour la liberté, que ces gens-là ont pu être laissés à l'air libre avec des méthodes à la limite, j'allais dire, mafieuses pour trouver les moyens de les sortir. Si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un bilan nul par rapport au combat que nous avions mené et sur lesquels, en tout cas, je pense que les Sénégalais pouvaient s'attendre à ce qu'il y ait une amélioration. Le résultat est là. Ceux qui sont autour de Macky Sall lui-même ne donne pas des raisons d'être optimiste par rapport à l'avancée du Sénégal sur le front de ces combats-là. Vous parlez de bilan nul au moment où l'indice Mo Ibrahim place le Sénégal parmi les 10 premiers pays les mieux gouvernés sur 54. Le FMI et le Banque mondiale qui n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de notre pays. Là, est-ce que là, vous n'êtes pas en train de nous décrire un autre Sénégal? Non. Je pense qu'il faut quand même mettre toujours un peu le bémol par rapport à ces indices et autres. On leur accorde beaucoup d'importance dans notre pays. Il faut un peu de bémol. Et moi, je peux parler de ces gens-là parce que je les connais. Vous parlez de Mo Ibrahim? Oui. J'ai partagé pratiquement le même bureau que lui à Londres. J'ai conseillé la société de Mo Ibrahim. C'est eux qui sont venus me chercher. Ils m'ont supplié de venir pour me signer un contrat pour les conseiller. Contrat important. Et en vertu duquel j'ai le contrat ici. J'ai partagé le même bureau, la même secrétaire que Mo Ibrahim. Mo Ibrahim, je sais comment il s'est enrichi et comment il cherche à se repositionner, probablement pour devenir un lord. Écoutez, on ne peut pas partir de là, de gens qui sont là-bas, parfois qui sont payés et qui viennent nous donner des indications. Nous qui sommes ici, nous savons ce que nous vivons. La Banque mondiale, le FMI, c'est très bien aussi. Oui. Mais a-t-on vu une seule fois, dans quelque pays que ce soit, le développement être réalisé sous l'égide de ces institutions? Non. La croissance, les taux de croissance, c'est très bien. Je pense que le Sénégal a un certain nombre... 6,5%, ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas rien du tout. Oui. Mais parce que, naturellement, le Sénégal est porté par des services importants. Le Sénégal a des matières premières dont certaines tiennent toujours le haut du pavé. Le Sénégal reçoit des sommes venant de l'extérieur, de sa diaspora d'investisseurs extérieurs. Tout ça, ça concourt à donner l'impression d'une économie qui est forte. Mais c'est une économie, comme diraient les économistes, extravertie. La plupart de ce qui est généré par cette économie se retrouve généralement à l'extérieur, par les entreprises françaises qui rapatrient leurs bénéfices hors du Sénégal. Et s'ajoute à cela le fait qu'en réalité, ce tableau onirique, apparemment exceptionnel qu'on présente, ça ne correspond pas à ce que vivent les Sénégalais. Le chômage est une réalité prégnante. Comme partout. Non, le plein emploi n'existe nulle part. Non, je n'ai jamais dit que le plein emploi existe. D'ailleurs, les économistes vous disent qu'il y a ce qu'ils appellent le carré de Caldor. Il y a un certain nombre, n'est-ce pas, d'avancées que vous pouvez réaliser, par exemple, sur les taux de croissance, sur les taux d'intérêt, le chômage, etc. Mais il y a toujours un des secteurs, l'inflation, par exemple, éventuellement, que vous pouvez ne pas maîtriser. Mais ce qu'on peut dire ici, c'est que, grosso modo, dans le cas du Sénégal, l'économie, si vous prenez les agrégats donnés par ces institutions, vous pouvez applaudir. Cependant, rejeter quelques-uns des éléments qui sont bons, mais qui sont le fait naturellement d'un pays qui est bien placé géographiquement, qui n'a pas été grosso modo touché
par les conflits qui ont affecté beaucoup de pays dans la région, qui a été un symbole de démocratisation, qui a reçu des investissements extérieurs, qui a bénéficié de l'aide publique au développement et qui s'est endetté ces dernières années et qui a la promesse de découverte d'hydrocarbures importants. Comment avez-vous réagi quand vous avez entendu le gouvernement déclarer avoir créé plus de 230 000 emplois, presque la moitié des 500 000 promis par le candidat Macky Sall sur l'ensemble de son mandat? Je dirais du vent tarte, pas plus. Vous savez très bien que tout ça c'est du pipeau. On n'a pas vu ça, on ne le voit pas. Vous regardez ce pays, vous demandez... Ils disent que c'est vérifiable, il suffit d'aller vers les institutions et vérifier. Écoutez, non, moi je pense que je fais confiance à ce qu'on appelle en anglais my hunch. Mon feeling, mon gut feeling, mon sentiment intérieur me dit non, ça je ne le vois pas. Je vois un pays en détresse aujourd'hui. Quand je suis au Sénégal, c'est ça que je vois. Aujourd'hui, si vous organisiez un sondage auprès des Sénégalais, l'idée la plus répandue auprès des Sénégalais, si vous mettez de côté les 200 ou 300 Sénégalais qui bénéficient, n'est-ce pas, des largesses de ce régime, quelques acteurs politiques, quelques chefs religieux, quelques syndicalistes, quelques patrons de presse, quelques patrons d'entreprises, etc., et les griots traditionnels, si vous demandez au commun des gens, il va vous dire non, ça ne se voit pas. Et comme on dit, ça n'apparaît pas dans l'assiette, le panier de la ménagère, oui. Ça n'apparaît pas également sur la table, n'est-ce pas? Le Sénégal, aujourd'hui, est un pays qui a probablement un potentiel important, à l'évidence, potentiel humain, potentiel naturel, potentiel de positionnement géographique. Et je crois, potentiel même de développement, parce que le 21e siècle, quelque part, dans une large mesure, donne beaucoup d'avantages au continent africain. Et le Sénégal fait partie des pays qui peuvent jouer le cadre, je n'en doute pas. Mais la réalité, au moment où nous parlons, c'est que le discours du gouvernement ne colle pas à la réalité que vivent les Sénégalais. Voilà, nous allons revenir tout à l'heure sur la situation du pays, mais parlons de cette actualité brûlante, la sortie de Franck Timis en fin de semaine dans la presse sénégalaise. Franck Timis qui lave à grand eau le frère du président Aliou Sall, accusé d'avoir trempé dans le pétrole eau propre, tout comme eau figurée. Comment avez-vous accueilli la sortie de Timis? Vous savez, c'est dramatique qu'aujourd'hui, dans nos pays, au moment où, par le destin, nous découvrons des ressources importantes, que des individus surgis d'on ne sait où se retrouvent au cœur de ces ressources qui sont, d'une certaine manière, le symbole de la souveraineté de nos pays. Je crois que ces dernières années, les pays qui ont fonctionné sur la base de leurs ressources naturelles étaient arrivés à imposer quelque part ce que l'on a appelé le patriotisme, le nationalisme sur les ressources naturelles. On l'a vu depuis, disons, même le milieu du siècle dernier, et quand certains pays ont commencé à exiger la nationalisation de leurs ressources. Perforio Diaz au Mexique l'a fait. Vous avez eu en Iran, Mossadegh, en 1953, il a été renversé parce qu'il avait tenté de nationaliser le pétrole que les Britanniques contrôlaient parce qu'un des leurs était arrivé là-bas et que le ministre de la Marine de l'époque, au début du siècle dernier, qui n'était autre que Winston Churchill, avait compris que le pétrole allait être un des instruments essentiels pour gagner les guerres, avait utilisé ça pour que le pétrole devienne le fuel pour la marine britannique. Quand il est devenu Premier ministre, ça a été l'une des raisons pour laquelle Churchill est devenu aujourd'hui ce grand héros que l'on célèbre souvent en Grande-Bretagne. Les ressources naturelles sont devenues progressivement, dans un certain nombre de pays, un combat que certains ont mené. D'où la création en septembre 1960 de l'OPEP à l'initiative du Venezuela. Puis, on a connu, n'est-ce pas, dans beaucoup d'événements, guerre du Kippour en 1973, révolution iranienne encore, avec l'arrivée de l'ayatollah Khomeini, avec ses incertitudes qui ont poussé le pétrole à connaître des augmentations parce que le marché libre était lancé. Et puis après, on a vu des combats qui étaient menés par Kadhafi en 1969 avec le patron de Eni, la compagnie italienne de pétrole, Enrico Mattei, il s'appelait, qui lui est mort dans des conditions
douteuse, suspecte, n'est-ce pas, à la suite d'un accident d'avion, parce qu'il avait pu obtenir avec Kadhafi l'augmentation du prix du pétrole, n'est-ce pas, grâce à un accord qui remettait en question les accords antérieurs que les majors, les grands acteurs de l'industrie pétrolière avaient forcé les pays producteurs à accepter à travers ce qu'on a appelé en 1927 l'accord d'Ashnakari, parce qu'à l'époque, ces pays s'arrangeaient pour contrôler le pétrole de ces régions-là. Et qu'est-ce qui se passait à l'époque? À l'époque, il y avait un monsieur qui est en quelque sorte le Frank Timis d'avant. Il s'appelait Calouste Gulbenkian, un Turc. C'est lui qui organisait toutes ces négociations. Et on l'appelait monsieur 5%. Aujourd'hui, si vous allez à Lisbonne, il y a une fondation Calouste Gulbenkian. Et ces pays-là se partageaient les ressources. La France, on l'invitait, bien qu'elle n'était pas parmi les puissances victorieuses de la guerre. Ensuite, il y avait la Grande-Bretagne, on avait invité les États-Unis, et ils se partageaient ces ressources-là, n'est-ce pas? Aujourd'hui, oui, que ces pays sont dans le devenus, contexte sénégalais, dans oui. le contexte sénégalais, grosso modo africain, où les pays sont devenus indépendants, n'est-ce pas? L'une des choses, c'est de reprendre le contrôle des leviers de l'économie. Or, nous avons un Frank Timis qui arrive dans des conditions non transparentes, et on se réveille du jour au lendemain, on dit on lui a donné notre pétrole. Je crois que c'est un contrat odieux, comme je l'appelle. Il y a eu la dette odieuse qui a été contestée par les Nigérians et qui leur a permis d'effacer leur dette. Nous devions avoir une clause pour dire qu'il y a un contrat odieux. Il faut remettre ça en question. Parce que sinon, nous allons avoir un monsieur surgi du néant, avec le frère du président et la famille peut-être du président, vouloir avoir un accès contre sur les ressources. Il faut faire ça. Pour lui, on fait un procès d'intention à Macky Sall et à son frère, parce qu'il a été reçu une dizaine de fois par l'ancien président Abdoulaye Wade. Mais bien sûr qu'Abdoulaye Wade est le premier fautif. Je suis à l'aise pour le dire. Mais je suis à l'aise pour le dire parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que je parle de ça. J'en ai parlé en 2011 que M. Frank Timis venait d'avoir du pétrole, des hydrocarbures du Sénégal et que c'était un bradage en règle qui se faisait. J'ai dit ça expressément, nommément. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui que je le dis. Donc Abdoulaye Wade a fauté. Mais Macky Sall était élu pour ne pas perpétuer les mauvaises pratiques. Il est venu, il les a amplifiées. Ouais. Et donc, je crois qu'il y a quand même dans certains pays des choses qui ont été faites, n'est-ce pas, et qui pouvaient servir de modèle. Prenez l'exemple de la Guinée. Quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir et qu'il s'est rendu compte que son prédécesseur avait donné la grande mine de fer de Simandou à un Israélien, M. Steinmetz, et que ce monsieur-là, moyennant quelques 100 ou 200 millions de dollars, s'était retrouvé en vendant, en mettant sur le marché à la bourse 51% de ses parts, avec 1,5 milliard de dollars. Ils ont mené une enquête, je pense, pour un combat international, je crois, aidé même par Tony Blair et quelques grands avocats internationaux, pour remettre en question ça. Cet engagement-là. Je crois que c'était ça qu'on attendait de Macky Sall, mais pas de dire, écoutez, on continue avec mon frère par rapport à ce gars. Il ne faut pas essayer, comme certains le font dans la presse, comme certains actes structurés, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement, qui sont prêts à sortir tout pour faire taire ce qu'ils disent, le combat à mener, n'est-ce pas. Il ne faut pas suivre ça. Il faut dire, attention, ce combat-là, si notre peuple, si notre pays est un pays qui, dans sa vie, comme il le clame souvent, a été debout dans les moments où l'histoire l'a sollicité, il faut que cette fois-ci, plus que jamais, que les gens se lèvent parce que ce ne sera pas un combat facile. Il faut le mener partout où il le faut. Il faut solliciter les grands avocats, que ce soit à Londres, l'UNCITRAL. Il faut aller au Congrès américain. J'ai lancé une pétition. Plus de 1000 personnes l'ont signée par rapport à ça. Oui. J'irai à Washington donner ça au Congrès moi-même. Oui. Pendant qu'on y est, il promet une plainte contre les membres de l'opposition sénégalaise. Moi, j'attends la plainte. 31 personnes, donc, mises en cause. J'attends une plainte de M. Vous vous sentez visé, vous, personnellement? Mais écoutez, c'est le cadre de mes soucis. Écoutez, quand on mène un combat de principe, on ne se soucie pas de ces vêtis-là, de ces détails-là, de ces formes de chantage qu'on nous a amenés ici. C'est une catastrophe qu'on ait permis à des individus comme ça d'arriver dans notre pays et de pouvoir menacer les gens, mobiliser les gens, corrompre ça et là, à droite et à gauche, parce que c'est de ça dont il s'agit en fin de compte. Il vous demande de chercher de bons avocats, parce que lui, il a déjà mis la main sur le meilleur d'entre eux. Écoutez, moi je connais les avocats à Londres et j'ai combattu les gens, n'est-ce pas, qu'il fallait combattre quand il fallait les combattre, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question d'avocat, ce problème-là dépasse les avocats. C'est une question d'indépendance et de souveraineté. Ici, nous ne devons absolument pas... C'est un tournant historique, à mon avis, pour le Sénégal aujourd'hui. Il faut être prêt à tout, à accepter. Un tournant qu'il ne faudrait pas rater. Il faut être prêt à accepter toutes les conséquences
des positions à prendre pour le principe. Même les plus dramatiques. Même la mort, même la salissure, même voir sa vie être jetée en poubelle dans la rue. Il faut être prêt. Parce que si on ne laisse passer cette histoire-là, ça veut dire que nous, peuple sénégalais, prompt à dire que nous sommes un peuple libre, digne et incombattu, nous n'avons été que des couards. Parce que l'histoire, ici, aujourd'hui, c'est de permettre que M. Macky Sall, à qui j'ai trouvé son premier contrat de pétrole. Ah bon? Absolument. Absolument, je le lui ai trouvé. Oui. Avec mon ami Rilwanou Loukman, qui est ici, président de l'OPEP. Je suis ici dans son bureau, oui, au siège de l'OPEP à Vienne. C'est lui. C'était en quelle année ça? Mais c'était en 2000, on était ensemble. En 2001-2002, il lui a trouvé le pétrole. Pour le Sénégal, j'ai là les documents. La lettre est là de Abdoulaye Wade, qui dit, noir sur blanc, ça se voit, il faut qu'on regarde quand même. Abdoulaye Wade qui écrit, noir sur blanc, ne pas envoyer cette lettre à Obasanjo sans que Adama Gaye ne donne son accord. C'est nommément, c'est là. Je suis prêt à sortir. Noir sur blanc. Macky Sall a pris cette lettre et est parti pour rencontrer Obasanjo. Il a échoué quand il a cherché. Il est allé, il a vu le directeur de la compagnie nationale de pétrole du Nigeria, NNPC, Nigerian National Petroleum Company, M. Gaius Obaseki, pour lui demander du pétrole. Il lui a rien donné. Le soir, Macky m'a appelé. J'étais chez moi à Londres. Et à l'époque, il occupait quel poste? Il était conseiller technique, oui, de Abdoulaye Wade. En 2000. Pas plus. Et quand il m'a appelé, j'ai appelé mon ami Loukman, président de l'OPEP et conseiller du président du Nigeria, qui lui a dit, venez chez moi à mon bureau le lendemain matin. Et le lendemain matin, il a dit, je vous donne tant de barils de pétrole, tant de tonnes de feu et voilà ici les accords. Il y a pas on ne peut pas démentir. Donc ce monsieur-là, je connais ses débuts. Je peux dire plus. Il a toujours eu un goût prononcé pour le pétrole et le gaz? En tout cas, c'est par moi qu'il a eu son premier pétrole. Ne parlons pas de goût. Moi aussi, j'ai fait ça. Je connais. Il faut, parce qu'on dit qu'on ne doit pas parler de pétrole et gaz sans être formé. C'est ça qu'on dit, non? Oui. On a dit ça. Moi, je veux qu'on soit... Vous êtes un homme du sérail. J'ai un diplôme Executive Master International Oil and Gas Leadership. C'est là. Obtenu à Genève à l'Institut des hautes études internationales. Pour que ce soit clair. Que donc... je peux en parler. Mais cela ne suffit pas, parce qu'il faut aller plus loin. Disons les choses. Cette affaire est nationale. Ça concerne tout le monde. C'est comme la guerre. C'est une affaire tellement sérieuse, la guerre, qu'on dit il ne faut pas laisser ça aux généraux. Le pétrole, nos hydrocarbures, c'est une affaire tellement sérieuse qu'on ne doit pas laisser ça aux gens qui ont fait des formations ou qui sont affiliés à des gens de l'OPEP. Oh, non, ça concerne tous les Sénégalais. C'est une affaire qui doit générer un réveil collectif national. Parce que si on laisse faire, c'est notre démocratie qui sera vénalisée, vampirisée. Ce sera demain des forces interlopes qui ont obtenu la possibilité de capturer nos ressources qui détermineront du futur du Sénégal. Il faut donc que ce combat-là soit mené. Évidemment, je regrette simplement que certains pensent que c'est pas des insultes. Ah, se lever en disant oui, comme certains, j'ai entendu. Oui, comme le directeur de cabinet du président. Je ne veux pas parler de ça. Oui. C'est le cadet de M. Sussi. Oui. Oh, c'est un raté. C'est pas important. Un journaliste qui avait raté votre Oui, d'accord. Mais vous savez, c'est un journaliste qui a obtenu son premier contrat à son patron de pétrole. Oui. C'est moi. Macky Sall n'ose pas nier. D'accord? Oui. Point à la ligne. Le contrat était destiné à quel usage? Le pétrole? Écoutez, je veux dire une chose, encore une fois, chaque chose en son temps. Il faut qu'aujourd'hui, nous arrivions à comprendre qu'il y a tellement de choses qui se sont passées au Sénégal depuis plusieurs années et que souvent on en parle sans savoir. Il arrive un moment où, à un moment donné, il faut crever l'abcès. Et quand on crève l'abcès, les conséquences ne sont pas forcément propres. Ça peut attirer, ça peut toucher tout le monde. Le temps est-il venu de crever l'abcès, justement? Y compris moi-même. Oui. Parce que moi, je ne suis pas un modèle. Je refuse d'être un modèle. Je sais simplement qu'étant sénégalais, je viens d'une famille décente. Décente, de chez décente. Ceux qui me connaissent le savent. Donc, il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire. Donc, j'ai essayé autant que possible de rester conforme à une certaine ligne. Et quand vous dites que Macky Sall n'a pas intérêt que vous parlez, si vous parlez, son régime risque de tomber, c'est quoi? Vous jouez à vous faire peur ou quoi? Je ne joue pas à me faire peur. Je suis quand même un homme sérieux, j'espère. Vous en savez beaucoup? Mais je vous ai dit quelque chose... Oui, vous nous avez montré juste un bout de ce que vous savez. Mais je ne vais pas tout vous dire. Parce que je vais dire une chose. Je connais la fragilité de nos nations. Je connais vraiment la fragilité de nos nations. Macky Sall, il sait. Ce n'est pas un enfant de cœur. Abdoulaye Wade, il sait. Je lui ai dit dans son bureau. N'est-ce pas? En 2003-2004. N'est-ce pas?
Et je vais vous dire une chose. Je vais même aller plus loin. Cette histoire de contrôle de notre pétrole, vous avez tellement de gens qui sont dedans, qu'une fois que les Sénégalais se réveillent, ils disent attention, c'est comme si c'était une conspiration internationale. Je ne suis pas dans une logique de conspirationnisme ou de complotisme, mais je regarde les figures sulfureuses qui sont impliquées. On a parlé de Franck Timis. J'ai eu la chance, par une enquête qu'on m'avait demandé de faire au nom d'un fonds d'investissement asiatique, de connaître un peu l'homme. Mais on peut aussi citer ce monsieur-là, qui s'appelle John Kufuor. John Kufuor était le président du Ghana. Du Ghana, oui. Kufuor, le voici. Nous sommes ensemble, je suis là avec lui, et à mes côtés, c'est Jacques Rogge, qui était le président du comité international olympique. Nous étions en 2005 à Accra, pendant la campagne pour l'octroi des Jeux olympiques que Londres a gagné. Je faisais partie du groupe qui conseille Londres, et nous étions là-bas avec Theresa May, qui est maintenant devenue Premier ministre de Grande-Bretagne, et Sébastien Coe, qui a remplacé Lamine Diack. Kufuor, c'est un avocat d'affaires. Lorsqu'il est devenu président du Ghana, un jour, je suis allé le trouver dans son bureau, parce qu'il voulait que son frère, Georges Kufuor, prenne un business que j'avais négocié. Je suis allé lui dire, les yeux dans les yeux, que je ne tolérerai pas ça. Il a été obligé, n'est-ce pas, de régler le problème. Or, ce John Kufuor-là, président du Ghana, je l'ai retrouvé, vous l'avez vu à la télévision, en février 2014, quand il y a eu, à Paris, le groupe consultatif sur le Sénégal. 5 mois après, on donne, par le moyen de ce qu'on appelle dans le jargon pétrolier le farm out, la vente du parti des actifs de Petrosim, de son contrôle sur le pétrole, on a donné ça à Cosmos Energy. Or, Cosmos Energy est connu en Afrique de l'Ouest pour avoir fait sa première véritable entrée au Ghana, où en 2007, après plusieurs années de recherche de pétrole, commencé en 1896, Cosmos a découvert ce qu'on appelait le champ éléphantesque de Jubilee, le Jubilee Field. C'est ce champ-là qui a gagné. Et on dit que c'est la famille de Kufuor qui a amené Cosmos au Ghana. Le même Kufuor, soi-disant pour venir aider le Sénégal, on le voit dans les couloirs du groupe consultatif. Oui. Et 5 mois après, c'est la société associée à sa famille qui est dedans, dans notre pétrole. Mais il faut... Liaison dangereuse, mafieuse. Grave. Oui. Gravissime. Scabreuse, je répète. Donnez-vous une présomption de bonne foi à Franck Timis. Non, oui, quand il dit justement que le frère du président n'est ni de près ni de loin impliqué dans cela, c'est un juste employé. M de mensonge. Oui. Ah bon? Oui. Pourquoi le dites-vous? Mais parce que c'est évident. Vous savez, première chose, Aliou Sall aurait dû observer un délai de décence. Ça, c'est la règle. Quand vous travaillez pour une société, dans un corps de l'État, quand vous quittez, vous restez un moment avant de pantoufler quelque part dans une autre société. Or, pendant qu'il était au nom de l'État du Sénégal, il était en deal avec ces messieurs-là. Ensuite, au nom de quoi? Sur quelle base? C'est une question de principe. Le frère du président ne doit pas être associé à ça. Macky Sall aurait dû avoir des épaules de président quand il est devenu président. Comprendre que les Sénégalais ont fermé les yeux sur son histoire de 8 milliards inacceptable qu'il a déclaré comme patrimoine. Mais du jour au lendemain, on apprend qu'on a donné des blocs pétroliers qu'on savait riches de ressources en hydrocarbures à un homme. Naturellement, c'est connu ces gens-là. Ils ne viennent pas prendre les blocs pour les exploiter. C'est connu. Ils les prennent pour mettre ça sur les bilans de leur société. C'est comme ça que fonctionne l'industrie minière ou en hydrocarbures. Une fois que vous avez ça, vous allez dans les grandes bourses spécialisées en la matière, notamment à Toronto, et quand vous mettez ça, les gens disent, écoutez, sur votre bilan, vous avez des réserves de pétrole de temps ou de gaz de temps. Les investisseurs savent que ça, c'est de la valeur. Et ils vous donnent de l'argent pour ça. N'est-ce pas? Ils peuvent venir faire ce qu'on appelle le farm-in, mettre leur argent pour prendre une partie. Vous pouvez faire le farm-out en donnant une partie à ces investisseurs-là. Et ça, c'est ça qui s'est passé. Cet argent-là, ça pouvait rester dans le cadre du Sénégal. Vous-même qui ne connaissez rien en pétrole, si on vous avait dit,
on vous donne ces blocs-là, vous arrivez à Londres, vous arrivez partout, vous allez à une des rencontres sur le pétrole, le gaz, vous dites j'ai ça, vous allez trouver des gens qui vous disent écoutez, nous sommes prêts à investir avec vous, n'est-ce pas? Mais c'est ce que Franck Timis a fait, c'est pas acceptable. Pour lui, le travail de Aliou Sall consiste à convaincre les investisseurs à venir au Sénégal. Pour lui donc, Aliou Sall devrait être même félicité. Non, pas du tout. Je veux dire une chose. Si Aliou Sall et Franck Timis mettent les pieds aux États-Unis, il y a toutes les chances qu'ils soient arrêtés. Parce qu'il y a une loi américaine qui interdit que les personnes politiquement, sensiblement exposées se mêlent de ces histoires-là. Or, Aliou Sall est le frère de Macky Sall. Aliou Sall, que je sache, n'était pas un homme riche, n'est-ce pas? Il était, évidemment, son rôle, il était payé pour ça. C'était d'aller dans les rencontres et d'amener des gens. Qu'il ait pu amener ce monsieur-là, c'est bien, mais il devait s'effacer et qu'il y ait une discussion transparente, franche et ouverte pour qu'on sache à qui on doit donner ça. Est-ce qu'on doit donner ce bloc à Franck Timis ou à quelqu'un d'autre? Oui, en tout cas, le débat devient de plus en plus musclé. Dernièrement, il y a le Premier ministre qui menace de traduire en justice toute personne qui parlerait de ce dossier sans preuve. À son tour, il y a Franck Timis également qui promet une plainte dès demain lundi. C'est quoi? Y a-t-il une panique au sommet de l'État, à votre avis? Ah, ça en a tout l'air. Mais vous savez, moi, je pense que l'ami Mohamed John, bon, je crois que arrivera un moment où il se rendra compte que peut-être qu'il y a quelques éléments qui lui échappent, ou peut-être qu'il sait et qu'il ne donne pas tout. Je pense il n'a pas toutes les cartes en main, il ne maîtrise pas. Je pense que c'est un homme intelligent, mais je crois que cette histoire dépasse une question de menace. On est prêt à mourir pour ça. Ah bon, oui, carrément. moi, Adama Gaye, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à faire face à toutes les ignominies contre ma personne. Je suis prêt à faire face à toutes les institutions judiciaires qui se mettent du côté de ces prédateurs contre les intérêts nationaux. Je dis, et je l'espère, que la communauté internationale, à commencer par les ambassades, à commencer par le Congrès américain, à commencer par toutes les institutions qui se réclament d'une transparence des industries extractives, n'est-ce pas, comprendront que ce combat-là transcende nos personnes. Si on veut bâtir l'Afrique et en faire un continent du 21e siècle, je crois sérieusement, il faut absolument qu'on en arrive, je pense, à poser la problématique de l'utilisation de nos ressources pour notre bien collectif. Il faut les poser avec, sans état d'âme, sans fioriture. N'êtes-vous pas en train d'exagérer là? Non, exagérer quoi? C'est plus grave, je vous dis. Le Watergate, c'était Mais très ça a grave. entraîné la chute de Nixon. Tout Si à nous fait. étions dans un état démocratique, qu'il y a une clause d'impeachment, comme on l'appelle en anglais, de destitution, ce président aurait été impeached. Carrément. Destitué. Oui, mais parce que c'est grave. Avec un simple décret qu'il a signé. Ah, qui aliène le pétrole et le gaz du Sénégal à des individus, sans transparence. Oui, il trouve les intérêts du Sénégal dans Quels ce intérêts du contrat. Sénégal? Non, il n'y a pas d'intérêt du Sénégal. Le Sénégal a été grugé dans cette histoire-là. Mais quand même, attendez, je crois qu'il faut quand même prendre du recul par rapport à ça et poser la problématique. Ce n'est pas une affaire banale. Lui-même, j'en suis persuadé qu'il n'a plus le sommeil. Il sait que certains l'ont poussé à l'erreur. À commencer par son frère, à commencer par ceux qui l'entourent, à commencer par ceux qui hurlent pour insulter les gens. Parce qu'ils savent tous que la situation est carabinée. J'espère que les gens de la paix, j'espère que la coalition Bokk Yakaar qui est autour de lui, j'espère que l'Assemblée nationale, j'espère que les intellectuels sénégalais, j'espère que les chefs religieux, j'espère que tous les Sénégalais d'un même élan, d'un même mouvement se lèveront pour dire non, cette histoire-là ne doit pas passer, quelles que soient les conséquences. Oui, mais peut-il se ménager, le président, peut-il se ménager encore une porte de sortie, ou bien vous pensez qu'on a atteint le point de non-retour? J'espère, j'aurais préféré souhaiter qu'il se trouve dans une situation où il puisse, n'est-ce pas, se trouver une porte de sortie. Parce que ce serait pour l'intérêt du Sénégal qu'on puisse récupérer nos biens et décider en toute transparence, de façon inclusive, ce que nous devons faire de nos ressources. Or là, aujourd'hui, la seule crainte est, si nous récupérons, parce qu'on a donné la signature de l'État, on va dire, non, ce que vous avez fait, vous privez M. Timis, n'est-ce pas, de ses droits. Les conditions dans lesquelles ça a été donné, ce ne sont pas des conditions qui peuvent engager l'État du Sénégal, le peuple sénégalais. Il faut revenir sur ça, annuler cet accord. Il faut... Il a dédommagé M. Timis? Mais dédommager, mais un dédommagement raisonnable, pas qu'il soit
un prétexte, encore une fois, pour enrichir des gens. Parce que toujours, c'est ça qu'on voit. On prend des avocats. Avec le cas Victogo. Oui, mais comme on prend des avocats. 13, 14 milliards, certains parlent de 20 milliards jusqu'à présent. On prend des avocats d'État qu'on envoie, qui sont dans les palaces en train de théoriser à droite et gauche, qui n'ont rien rapporté au Sénégal. On a dit, on leur a payé 500 millions, 1 milliard. On dirait qu'il y a des deals qui se font au détriment du peuple sénégalais. Il faut absolument qu'on mette sur la table ces questions-là et qu'on remette à net le débat dans le pays. Parce que ça ne peut pas continuer. Au moment où le modèle social sénégalais est dans une crise profonde, où les gens ne voient plus de perspectives, ni d'emploi, ni de revenus, ni d'émergence d'infrastructures pour se soigner. Et qu'on apprenne que voilà, tel développeur, écoute, on lui a donné des terrains, mais qu'il est associé à telle personnalité au plus haut niveau, n'est-ce pas, ou que on a donné à M. Victogo 13-14 milliards de compensation, ou que, et j'en passe, le building administratif, on a donné 9 milliards pour quelqu'un pour qu'il répare ça, et des choses qui dépassent tout entendement. Je crois qu'on s'est battu en 2012 et en 2000 pour changer notre pays. Or, nous avons aujourd'hui à l'arrivée un pays, n'est-ce pas, où il y a le flou général, j'allais dire même un flou artistique. Il faut qu'on retrouve un peu de clarté, un peu de vista, de visibilité pour savoir où nous allons. Je le crois. Et je pense que ça dépasse la personne de Macky Sall. Ça nous concerne nous tous. Maintenant, pour mener ce combat, j'espère que 2 acteurs joueront un rôle un peu plus pointu que je l'ai vu jusqu'à présent. Un, que la presse soit un peu plus responsable entre nous dans la dissémination et la diffusion de l'information, mais pas se mettre à aller dans les insultes. Mais elle fait son rôle, mais parfois elle se laisse, il y a une partie de la presse, je veux dire, qui se laisse entraîner dans les insultes à droite et à gauche pour empêcher le développement. Ça, on l'a vu ces dernières années. Depuis quelques années, ce que j'appelle les nervis d'étape. N'est-ce pas? Ces nervis d'étape qui sont au service du pouvoir d'État jouent un rôle extrêmement dangereux qui crée la haine et la méchanceté dans ce pays. À terme, ça détruit notre pacte social. Mais ils sont libres de choisir d'accompagner le président. Non, je crois que non. De choisir leur camp, comme ailleurs. Non, je crois que nous sommes tous des patriotes entre nous. Nous, je pense que nous parlons en patriote ici, mais pas quand on se met au service de causes qui ne sont pas défendables. Je parle des nervis d'État et je parle aussi des vernis d'État, de ces avocats-là. Je peux parler aussi de la justice, justement parlant de vernis d'État. Parce que nous avons ces avocats et cette justice qui ne joue pas son rôle. Aujourd'hui, que M. Franck Timis ose venir au Sénégal, menacer le peuple sénégalais sur ses ressources, et que vous n'ayez pas... Le procureur devrait-il s'autosaisir de ce dossier? Mais qu'il y ait des avocats qui se lèvent en disant nous n'accepterons pas ça, nous sommes prêts à mettre tout ce que nous avons pour aller combattre. À l'époque, dans les années 1980, les gens se levaient et se mobilisaient pour des causes, même sans les moyens. C'est comme ça qu'on a fait avancer la démocratie. On soutenait les gens. Aujourd'hui, vous vous battez. Oh, vous savez, on vous sort des formules lapidaires que je n'aime pas. Ah, c'est un lanceur d'alerte. J'aime pas ce mot-là. Ou on vous dit des saniraires. C'est un lanceur de pierre. J'aime pas ça. Un démocrate qui se bat devrait trouver autour, n'est-ce pas, des alliés, des partenaires. Mais vous retournez. Certains vous poussent même aux excès, mais quand vous retournez, c'est le désert, n'est-ce pas? Seulement, cette fois-ci, dans ce cas de figure, advienne que pourra. Il faut que quelques personnes se lèvent et mènent le combat. Voilà ma conviction profonde, ma certitude. Il arrive des moments, comme disait Roosevelt en 1941, quand il a décidé d'engager son pays dans la guerre, il arrive des moments où l'histoire donne un rendez-vous à une nation. Cette histoire d'hydrocarbures donne un rendez-vous à la nation sénégalaise. Et je crois qu'il faut transcender même ce cas d'histoire d'hydrocarbures pour parler des autres problèmes qui ont émergé, en quelque sorte, par la gouvernance de Abdoulaye Wade, qui a commencé à balafrer les valeurs, à donner à droite et à gauche des contrats moyennant des commissions, des rétrocommissions. Et cela a été poursuivi, amplifié, n'est-ce pas, par ce régime. Et personne ne trouve à redire. Les gens souffrent en silence. Vous voyez les gens qui sont perdus. Vous les rencontrez. Je n'exagère pas. Je vois ça. Voyez-vous. Aujourd'hui, si vous parlez avec les Sénégalais, je vous garantis, la désespérance est la chose la mieux partagée dans ce pays aujourd'hui. Quand Wallu Sénégal promet une plainte contre Aliou Sall et compagnie, certains voient en compagnie Abdoulaye Wade et consorts. Est-ce le cas? Mais why not? Pourquoi pas? Mais écoutez, c'est pourquoi je vous ai dit tantôt, je suis allé là-bas sur les éléments de consensus. Combat pour le contrôle de nos ressources naturelles, les libertés démocratiques et les libertés publiques, en règle générale.
Sur ce front-là, oui, très bien, ils doivent aller. Mais il faut aller jusqu'au bout. Il se trouve, malheureusement, c'est ce qui rend compliqué un peu la mission de ce mouvement, que beaucoup de gens qui se disent maintenant de l'opposition étaient mouillés jusqu'au cou dans les malversations sur ces fronts-là qu'ils veulent combattre aujourd'hui. Donc là... Et vous rejoignez ces gens-là? Mais non, je veux dire... Est-ce que ça ne pose pas un problème de cohérence à votre niveau? Il n'y a pas de contradiction. Je vous ai dit sur tel aspect, je suis en phase. Sur d'autres, j'attends de voir. Parce que ce combat-là, aujourd'hui, ne pourra pas être mené avec l'intelligentsia, les forces vives, le pays, qui reste bras croisés. Et ça ne doit pas être limité aux acteurs politiques. On dit, chez les Anglais, si vous ne faites pas la politique vient vers vous, n'est-ce pas, et s'impose à vous. Il arrive un moment où, par la force du destin, par la force des choses, les gens sont obligés, n'est-ce pas, de choisir leur camp. Et je crois qu'aujourd'hui, pour la postérité, nous devons faire en sorte de récupérer cette histoire d'hydrocarbures. Ne perdons pas le nord par rapport à ça. Deuxièmement, il faut qu'on fasse en sorte que sur les libertés démocratiques, que nous retrouvions notre avantage, que nous avons perdu aujourd'hui. Qu'on ne se gosse pas des déclamations des indices Mo Ibrahim, de doing business de la Banque mondiale ou bien de Transparency International. Je connais ces gens-là personnellement. Vous avez compris? Voilà, personnellement. D'accord? Monsieur Peter Hagen, fondateur de Transparency International à Berlin. Je le connais. On s'est retrouvé souvent chez lui à Berlin avec sa femme qui était candidate pour être présidente de l'Allemagne fédérale. Pour ce qui est de Mo Ibrahim, je vous ai dit par où on est passé, n'est-ce pas? Et donc, si vous prenez également la Banque mondiale, les gens qui cherchent à se positionner pour nous créer des indices, ça ne doit pas être, à mon avis, le fil conducteur de ce que nous faisons. Oui. Nous devons nous-mêmes reprendre le leadership. Quand Business Class donne au Sénégal un mauvais classement, l'opposition monte. Oui, mais moi je ne parle pas quand le Sénégal est bien placé, le pouvoir saute au plafond. On accorde beaucoup d'importance au rapport de ces institutions. Mais c'est pour ça qu'il faut quand même ramener les choses à leur exacte proportion, avoir les pieds sur terre. Je pense que c'est des partenaires, ils peuvent l'être. Mais il faut que nous soyons les leaders de notre développement. Comme on dit en anglais, on the driving seat. Pour conduire la voiture Afrique-Sénégal, il faut que ce soit des Africains patriotes, compétents, qui ne se laissent pas impressionner, qui soient au devant et qui se préoccupent de faire les choses proprement. Si ça se fait dans ces conditions-là, on n'a pas besoin d'eux. Vous savez, la Chine s'est développée sans jamais avoir un programme FMI. Ils n'ont pas accepté. La Banque mondiale, vous la trouvez à Pékin, elle rase les murs. Hein. Les pays qui se sont développés, si vous prenez Singapour et autres, ce pas des pays qui vont aller à Washington pour demander les recettes des institutions de Bretton Woods. Non, le développement est une affaire nationale. C'est un projet que les peuples doivent eux-mêmes définir. Parce que nous savons mieux que quiconque ce que nous voulons. Nous savons nos faiblesses, nos atouts, nous savons notre histoire. Et je pense qu'il faut qu'on retourne à ces fondamentaux si nous voulons aller de l'avant. Voilà. Mais je crois que pour commencer cela, il faut qu'il y ait un surcroît un peu de patriotisme et de transcendance de ces considérations subjectives qui ont tendance à prendre trop de place dans le débat public. Oui, il y a également l'histoire de la carte biométrique CEDEAO confiée à Iris Technologies, la confection aux Malaisiens. 50 milliards sans appel d'offres compte tenu de l'étroitesse du temps selon le DG de la DAF. Est-ce un argument qui résiste à la critique selon vous? Mais bien sûr que c'est une, excusez-moi, arnaque. C'est une autre arnaque. Naturellement, cette société avait été épinglée d'ailleurs il y a quelques années par une des instances sénégalaises. Ce qui est grave, c'est que sur ces affaires-là, qu'on ne puisse pas avoir un minimum de consensus. Qu'il y ait des appels d'offres transparents, oui. Qu'on mette en avant des Sénégalais qui sont... On parle d'un problème de temps. Le temps n'y est pas. Quel temps? Il y a les élections législatives qui se profilent. Non. Écoutez bien, cette histoire, c'est une arnaque. Point à la ligne. Il ne faut pas essayer de trouver des prétextes, n'est-ce pas? Je crois que tant qu'on sera dans cette situation-là, comme dit un de mes amis indiens, Sashi Tharoor, un brillant sujet,
Si on ne fait pas attention, nous serons sur le menu, mais pas à la table, là où les choses se décident. Il faut que nous prenions notre leadership et que nous décidions, mais pas qu'on soit sur le menu et que ces gens s'organisent pour prendre l'avantage sur nos pays. N'est-ce pas? 1960, beaucoup de pays africains, dont le Sénégal, sont devenus indépendants. Est-ce que près de 60 ans après l'indépendance, on ne doit pas être en mesure de fabriquer ces cartes d'identité? Il y a des Sénégalais, j'en suis persuadé. Il y a tellement de Sénégalais brillantissimes qui auraient pu jouer ce rôle-là. Il n'y a pas que ça. Vous prenez également, on se lève, ARTP, allez, annulation de 12 milliards sur une signature d'un individu à la Sonatel. La Sonatel doit payer. Elle doit payer, j'espère que M. Alioune Ndiaye écoute. Parce que cet argent-là, il n'y a aucune raison qu'on obère ça de nos revenus. Et tant de figures, vous avez cité Big Togo, vous pouvez multiplier à l'infini les marchés qui sont donnés pour importer des équipements, des voitures, des ceci, cela. Rétrocommission, commission sur commission. L'idée de couplage des élections émise par Djibo Leïtika, est-ce une proposition qui rencontre votre adhésion? Vous avez besoin de ma réponse? Vous savez, on a eu un combat mené en 2012. On a dit qu'il faut respecter le calendrier républicain. Il y a des remises en question à n'en plus finir. Le plus grand danger... Hein? Il y a les cartes biométriques, c'est des yaourts. Vous savez, ils ont voulu organiser un référendum, non? Ils l'ont organisé en moins d'1 mois. Vous savez, si on doit organiser cette élection, on trouvera les moyens de faire cela. Il faut absolument que cette élection ait lieu. Et encore une fois, il ne faut pas que seulement ce soit quelques éléments qui s'élèvent et disent non. Il faut que la tradition républicaine démocratique du Sénégal soit restaurée à sa vraie valeur. Et Djibo Ka, c'est un homme assez futé. Je crois qu'il ne parle pas comme ça en l'air. Probablement, il lance un ballon de sonde. Mais je pense que cette fois-ci, il a été mal inspiré de lancer ce ballon de sonde. Parce que je crois que reporter cette histoire-là au moment où il y a un débat sur les hydrocarbures, sur les ressources naturelles, sur le budget du Sénégal, sur un certain nombre d'aspects qui concernent tous les Sénégalais, je crois que c'est le moment de retourner aux urnes pour qu'il y ait, face à l'électorat, un débat et l'électorat décidera. C'est le même discours qu'on nous a tenu avant les référendums. Et finalement, les Sénégalais ont adopté le projet de constitution du président. Ah bon? Oui. C'est vous qui le dites. Est-ce que vous avez vu le président jubilé? Jamais. Vous savez, cette élection, ma conviction intime, le pouvoir l'a perdu. Est-ce qu'il y avait réellement de quoi pavoiser? Mais parce qu'il a été battu, il le sait. Mais il a été battu. Vous savez combien les foules étaient dehors. Vous savez tout l'argent qui était distribué. Vous savez tous les micmacs qui ont été menés. Malgré cela, le régime était coincé, n'est-ce pas, au pied du mur. Donc alors, il faut quand même ramener les choses à leur exacte proportion, encore une fois, là-dessus. Donc je pense que si on va aux urnes, ben, à ce moment-là, écoutez, on acceptera le résultat des urnes. Mais il faut qu'on y aille. Bagne béré, bug béré, béré, comme disent les Sénégalais. Il faut lutter. Oui, maintenant, que dire de cette polémique soulevée par l'ancien ministre de l'Intérieur, Maître Ousmane Ngom, à propos de ce fameux appel téléphonique que Wade a donc adressé au président Macky Sall le soir de l'élection en 2012, même si Ousmane Ngom a en quelque sorte ravalé sa langue par la suite. Qu'est-ce que vous a inspiré cette affaire-là? Mais écoutez, mépris et dépit. Parce que d'abord, moi, j'aime pas leur blabla que j'entends du PDS et de ces partis-là. Vraiment. Aïe, Ousmane Ngom, Fayoul Narbe, Khoromam. C'est vraiment ces arguments spéciaux, superficiels. Hein? C'est pour nous ramener hors du circuit, du vrai débat. C'est toujours leur problème personnel. Alors que tous ces gens-là auraient dû être au Nouf aujourd'hui, en prison. N'est-ce pas? Alors on leur permet de parler aujourd'hui. Ousmane Ngom doit se taire. Comme disait Senghor, il doit quitter la table sans se retourner et disparaître. Parce que, encore une fois, si c'était dans un état normal, il ne serait pas dehors en train de humer l'air. Nous allons finir avec la marche du 14 octobre prochain. Est-ce responsable de la part, ou bien est-ce admissible de la part de leaders de l'opposition de dire qu'avec ou sans autorisation, nous avons tenu notre marche? Ils ont raison de le dire parce que nous sommes dans un état démocratique. La marche est acceptée par la Constitution. Oui, mais il appartient à l'autorité administrative d'évaluer. Il ne faut pas que l'autorisation administrative utilise des prétextes à n'en plus finir pour empêcher l'expression de la démocratie. Écoutez-moi bien.
Vous savez, en droit, il y a un peu ce qu'on appelle la codification, la jurisprudence à un moment donné. Si vous n'imposez pas certaines choses, croyez-moi, vous continuerez à vivre ce qu'on vous impose. Et je crois que dans nos pays, il faut arriver à un moment donné où le pouvoir sache qu'il peut être arrêté par d'autres pouvoirs, comme dirait Montesquieu, et que l'opposition a son droit de marcher. Maintenant, là où je peux accepter un rôle de l'État, c'est que l'État doit encadrer la marche, que les débordements inutiles peuvent être évités. D'un autre côté, que l'opposition puisse marcher de façon responsable, n'est-ce pas? À ce moment-là, c'est un pas au profit de la démocratie sénégalaise dont bénéficierait et l'opposition, et le pouvoir, et le pays dans son ensemble, pour les générations futures également. Mais il y a le problème de l'itinéraire choisi. Finir la marche devant le ministère de l'Intérieur à une centaine de mètres du palais présidentiel. Vous êtes dans une logique de provocation, non? Mais ça a été fait en 2000 et quelques. Ahmad Dansokho, je me souviens, ils sont allés marcher dans l'opposition. Ahmad Dansokho qui est là, aux côtés de Macky Sall, ils sont allés donner à Macky Sall, au ministère de l'Intérieur, un document de l'opposition. Mais quand même, il faut être contradictoire. L'histoire est là, elle est récente, dans la tête des gens. Qu'est-ce que vous croyez? Il ne faut pas être l'avocat du diable, monsieur. Je ne suis pas l'avocat du diable. Je suis là pour poser le débat. Je vous ai répondu parce que je suis là pour poser le débat. Est-ce que vous n'êtes pas dans une logique de provocation? L'argument avancé ne tient pas la route parce qu'il y a une jurisprudence, encore une fois. Ahmad Dansokho qui m'écoute, avec M. Amadou Tal, qui est un commissaire de police à la présidence de la République et d'autres. Je les ai vus chez Ahmad Dansokho organiser une marche, n'est-ce pas? Et aller donner à Macky Sall, qui était ministre de l'Intérieur, une lettre à Abdoulaye Wade. Comment? Et vous voulez aujourd'hui donc, les gens qui sont de l'autre côté disent que c'est une provocation. Est-ce que là, vous ne donnez pas un argument pour justement interdire tout simplement cette marche? Ah non, ce n'est pas un argument, c'est pour leur montrer que s'ils interdisent la marche, ils sont en contradiction avec ceux qu'ils avaient accepté de faire à l'époque. Mais ils l'ont fait eux-mêmes, ce dont vous parlez là. C'était les protagonistes, y compris Macky Sall. Vous les mettez à l'épreuve, c'est ça? Je ne mets personne à l'épreuve. Moi, je ne sais pas de cette opposition. Mais quand je dis vous, je parle de l'opposition. Vous faites partie de Wallu Sénégal. Non. Moi, je parle en règle générale. Je suis quelqu'un qui applaudit quand ça va, Ramalot. Comme disait Senghor, vous savez ce qu'il disait? Quand je vois un œuf, je dis ça, c'est un œuf. Senghor le disait dans son langage sérère, n'est-ce pas? Et dans ce cas de figure, effectivement, l'opposition a le droit de marcher et il ne faut pas trouver de prétexte pour l'empêcher de faire sa marche. Il faut que la démocratie avance parce que nous sommes de passage sur terre, nous ne sommes que fétus de paille. Il faut éviter que pour des considérations crypto-personnelles, on empêche l'épanouissement de la démocratie parce que l'avenir de l'Afrique ne se fera pas sans des bases démocratiques solides, assainies et ouvertes, transparentes. Adama Gaye, en vous rasant le matin devant votre miroir, est-ce qu'il vous arrive de penser au palais présidentiel? Je crois que à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, le focus, l'enjeu central, c'est M. Franck Timis, c'est les hydrocarbures, c'est les espaces de liberté démocratique, c'est la reconfiguration et la reconstitution du tissu social sénégalais, c'est la relance de l'école sénégalaise, c'est la mise à jour d'un certain nombre de possibilités pour que les Sénégalais se sentent à l'aise ici. Avançons sur ce chantier-là, mais la politique, tout citoyen a le droit d'aspirer à quoi que ce soit, vous, moi, n'importe qui d'autre, dans la mesure où le peuple souverain estime que cette personne-là est digne de confiance ou pas. Parlons de ce qui est fondamental, qui constitue le dénominateur commun essentiel sur ce que nous partageons pour le long terme pour notre pays. Merci. En tout cas, Adama Gaye, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes journaliste, consultant. Merci d'avoir accepté de venir donner votre point de vue sur les questions brûlantes de l'heure sur la DTV à l'occasion de cette émission Franc-Parler. Merci infiniment. Je vous remercie. Je salue tous vos téléspectateurs. Et je m'excuse parfois de me laisser emporter, parce que peut-être par nature et tempérament, quand des choses me tiennent à cœur, je crois que la limite ne se voit pas. Et donc,
comme on dit chez mes parents mourides, parfois de me kheur. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.